D'abord, c'est un canon de très longue portée, de précision exceptionnelle, qui a fait la différence à un moment dans le déroulement de cette guerre et qui, effectivement, correspond à une cible possible pour les Russes qui veulent les détruire. Et il faut dire que les conditions, c'est ce que font remarquer les militaires, les conditions sur le terrain aujourd'hui, avec l'hiver, sont beaucoup plus difficiles et donc le déplacement d'armes comme le César sont peut-être plus lentes et permettent à la contre-attaque russe de toucher des cibles qui normalement bougent. Voilà, ce sont des camions sur lesquels on pose des systèmes d'artillerie et qui sont très mobiles, donc ils frappent et hop, ils se déplacent. Plus difficile de se cacher en hiver. Donc difficile, voilà. Et à cause de la météo, effectivement, ils sont plus exposés. Tout à fait. En plus du fait que peut-être que l'armée russe maintenant est dotée de systèmes un peu plus précis, un peu alors, plus on le voit à l'image, c'est voilà. Une arme assez ce qui est intéressant sur la vidéo de l'attaque par un drone ou une munition rôdeuse, c'est que visiblement, c'est le camion qui est... Munition rôdeuse, c'est un drone? A priori, oui, mais... Je ne connaissais pas le terme, munition rôdeuse. C'est une munition qui va aller chercher sa cible et frapper directement dessus. Elle frappe, on voit, elle frappe à l'avant. Le canon semble pas toucher sur les images, c'est pas toujours facile à dire. Mais surtout, amiral, les munitions qui sont prêtes à être tirées par ce canon César n'explosent pas, elles non plus. Non, mais c'est plutôt intéressant. Ça montre que le système n'est pas forcément totalement hors de combat, qui pourrait être remis en état par les Ukrainiens. Ah, alors les informations disent que le châssis est mort, si je puis dire, que peut-être on peut sauver la pièce d'artillerie, c'est ce que vous dites. C'est déjà pas mal. Peut-être récupérer le tube du canon. Est-ce qu'on peut considérer que c'est, voilà, pour l'armée russe, une façon de cranter sa capacité de résistance à la résistance? Ah bah oui, certainement. Enfin, pour eux, c'est un succès, c'est incontestable. Les images sont là pour le démontrer. Il y a bien, et d'ailleurs, on voit que le drone a été effectivement, d'une part, il était guidé, puisque c'est les premières images qu'on a vues, celles où on a l'impression qu'on va atterrir sur le camion, et la deuxième, c'est celle-là. Et l'autre, la deuxième, c'est un autre moyen d'observation, peut-être un hélicoptère, peut-être un autre drone, qui lui a la vision de dessus et qui nous montre ces images de l'impact. Donc c'est clair que le canon est détruit, il est hors de combat et certainement qu'on n'en récupérera pas grand-chose. Donc ça fait un système de moins. Maintenant, ce sont les pertes qui sont logiques dans une guerre comme celle-ci. Et comme vous le soulignez, d'une part, il est plus facile de les détecter. D'autre part, là, on s'est approché manifestement du front, puisque c'est la région de Donetsk qui est très contestée aujourd'hui, avec des avancées russes, enfin revendiquées. On est sur quelques kilomètres, hein. Ce n'est pas une percée, mais ce sont des avancées, des combats dans les villages. Il faut de l'appui d'artillerie, et c'est là que ces canons sont vraiment précieux. Combien ça coûte un César, amiral? Je ne saurais vous dire comme ça, instantanément. Ça coûte cher. Ça coûte très cher. Ça coûte plusieurs centaines de millions d'euros. Je veux dire, il faut savoir... Milliers. Je pense que c'est plusieurs millions, c'est pas plusieurs millions, pas plusieurs dizaines de millions. Écoutez, on va vous donner l'information. Mais parce qu'effectivement, c'est l'armée française n'est plus capable d'en fournir. Fabien Crombé, vous avez raison. Un point pour vous. 5 millions, me dit Fabien Crombé à l'oreillette. Voilà, ça vous semble correspondre. Donc ce sont 5 millions, mais comme qui souvent, viennent de partir en fumée. Qui partent en fumée. Et il y en a donc 18, d'après ce qu'on a su. 6 autres annoncés par le président. Et 6 autres annoncés par Emmanuel Macron. Avec une négociation en cours avec le Danemark, puisqu'en fait c'était une commande danoise qui serait donc reportée. Ponctionnée. Pour qu'on puisse reporter. C'est-à-dire qu'on dit aux Danois on va vous les fournir, mais pas tout de suite. Et ceux qui étaient en ligne, on va les donner aux Ukrainiens. Et cette livraison sera financée à 50% par le Danemark et 50% par la France. Voilà, l'Europe fonctionne. Oui. C'est un beau geste des Les accords fonctionnent bien. On dit 5 millions parce que je crois qu'on met plus d'1 an à fabriquer un char. Mais là, c'est le problème des lignes de production. C'est bien ce qu'on soulignait quand le président dit qu'il faut s'adapter à l'état de guerre. C'est sûr qu'aujourd'hui, dans le budget de la défense qui est en construction, il y a de l'argent qui va être consacré à augmenter les lignes de production. Le problème, c'est que nous avions été conçus, et toute la défense française est conçue pour délivrer de la haute couture.
Elle fait modèle après modèle, avec des cadences qui sont extrêmement lentes. Qu'on parle de sous-marins, qu'on parle d'avions, qu'on parle de canons, c'est le même problème, et même pour les munitions. Et pour les munitions, on avait même envisagé de tout sous-traiter à un pays européen, mais de tout sous-traiter à un pays européen. On se rend compte que ce n'est pas prudent. Il faut refaire ces chaînes de production. Ça veut dire des investissements massifs pour les industriels et de la formation pour le personnel. Il ne faut jamais l'oublier. Les ouvriers, ça se forme. Le message du général, de l'amiral ce matin. Mais je voudrais qu'on revienne sur pourquoi la guerre va durer. Il y a aussi un élément, et en tout cas un éditorial de Patrick Saint-Paul, qui est le chef du service international au Figaro, qui dit ceci à propos de la négociation. Négocier aujourd'hui serait acter un compromis qui permettrait, on va voir le texte, qui permettrait à Poutine de présenter sa guerre comme une victoire, laisserait intact son pouvoir de nuisance et risquerait d'ouvrir la porte à une nouvelle guerre en Moldavie, en Ukraine ou ailleurs dans l'ancien espace soviétique. Pourquoi la guerre va durer? Aussi parce que, en termes de négociation, il est impensable, il serait même dangereux de le faire maintenant. Encore une fois, il y a quelques jours, on disait, ça y est, on va se mettre autour de la table. Alors, quand même, il y a quelques jours, souvenez-vous, il y avait cette déclaration du chef d'état-major ukrainien qui n'était pas du tout sur une ligne de négociation. Et oui. On l'a dit tout à l'heure, les 10 points de Zelensky présentés à Bali, et dans lequel il dit une chose très importante, il dit il n'y aura pas de Minsk 3, c'est-à-dire la suite des compromis qui étaient négociés en 2014 et 2015 à propos du Donbass. Et il précise même dans sa déclaration, il ne faut pas laisser à la Russie le temps de souffler et de se refaire une santé pour nous agresser de nouveau dans quelques mois. Admettez qu'on a beaucoup dit que les Américains faisaient pression, qu'on avait demandé à Zelensky de parler de paix. C'était avant les élections. Qu'il était favorable à des négociations et non pas qu'il était prêt à négocier et non pas de négocier. Et donc, il y a une petite nuance. Donc l'Occident, ou en tout cas nous, on a cru que voilà, il y avait encore une fois une possibilité. Il faut être deux pour négocier. Je ne pense pas que qui que ce soit ait réellement cru ou même parlé du fait qu'il y aurait des négociations qui aboutiraient à quoi que ce soit récemment. Et puis surtout, il ne faut pas perdre de vue que s'il y a quelqu'un qui va négocier, qui devrait ou qui pourrait négocier, ce sont la Russie et l'Ukraine. Enfin, je veux dire, personne ne va négocier quoi que ce soit, ni la Turquie, ni les États-Unis, ni l'Europe, ni la Chine. Personne ne peut. Et je pense que toute la communauté internationale en est consciente aujourd'hui. Ce ne sont pas des acteurs extérieurs qui vont pouvoir négocier la paix en Ukraine. Minsk 1, Minsk 2, c'était quoi? C'était Français et Allemands et Ukrainiens qui essayaient d'asseoir Vladimir Poutine autour de leur table, enfin qui parvenaient au moins à l'asseoir, mais c'est à peu près la seule chose qu'ils parvenaient à faire parce qu'ils ne parvenaient même pas à lui admettre le fait qu'il était partie prenante de ce conflit, parce que Vladimir Poutine s'asseyait à la table en tant que négociateur extérieur en disant ce sont les Ukrainiens qui font la guerre aux Ukrainiens. Alors néanmoins, vous avez raison, et Elena Voloshin en a beaucoup dit quand même que sous la pression d'opinion occidentale qui subirait l'impact de la guerre et aimerait que ça s'arrête, il y a un certain nombre de capitales qui passaient des messages selon lesquels un jour il faudra bien négocier, et le plus tôt possible. Ce que dit Patrick Saint-Paul, c'est que le faire maintenant, à moyen ou à court terme, ce serait donner à Poutine une forme de victoire qui lui permettrait de continuer ses agressions, d'étendre encore son champ. Est-ce que vous partagez ça? Moi, ce que je pense, c'est que les Occidentaux, à partir du 24 février 2022, ont adopté une ligne qui est claire et qui est cohérente et qui n'a jamais été aussi unie, qui est de soutenir l'Ukraine pour obtenir la victoire contre la Russie. À partir de ce moment-là, du moins pour se défendre contre l'agression russe et parvenir à rétablir l'intégrité territoriale et la souveraineté de leur pays. À partir de ce moment-là, c'est comme avoir attendu un bus trop longtemps pour marcher à pied. Puis, au point où on en est là aujourd'hui, je pense que les Occidentaux ont conscience du fait qu'on ne sacrifie pas l'Ukraine, il n'y aura pas d'accord de Munich autour de l'Ukraine, on ne sacrifie pas l'Ukraine sur l'autel d'une prétendue paix en Europe qui n'arrivera jamais. Et aujourd'hui, les Occidentaux ont leur ligne cohérente qui est de dire on appuie Volodymyr Zelensky, on le soutient, mais on le laisse décider jusqu'à quel point il veut rétablir le droit pour son pays, l'intégrité territoriale de son pays, etc. C'est-à-dire que si les Occidentaux, à un moment donné, prenaient une décision, ce ne serait pas celle de négocier avec qui que ce soit, parce qu'ils vont négocier encore une fois avec qui? Avec les Ukrainiens, avec les Russes, qui, eux, ne veulent pas négocier entre eux. Non, les Occidentaux pourraient prendre la décision de cesser d'aider comme ils le font l'Ukraine, de cesser de soutenir massivement militairement l'Ukraine, mais vous voyez, vous n'y croyez pas. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que tout le monde est conscient du fait qu'au point où on en est
est. Encore hier de la part Il n'empêche, Exactement, il y a qu'au point où on en des est, on est allé trop loin pour renoncer à sa propre Alors stratégie. renoncer, sans doute pas, vous avez serait raison. donné un très mauvais signal à d'autres aussi. Oui, Alors, la Chine, par exemple. ce qu'ajoute Patrick Saint-Paul, je vous le cite, c'est Taïwan que est en jeu là aussi. c'est qu'il serait illusoire de croire que Xi Jinping va faire pression sur les Occidentaux qu'il déteste et méprise, qu'il va faire pression sur Moscou. Poutine, tant il déteste les Occidentaux. Il ne le fera pas. Les Occidentaux se trompent, ils se bercent d'illusions, ils se font berner par Xi Jinping comme ils se sont fait berner par Poutine. Je pense que personne ne se fait berner par Xi Jinping, personne ne se fait d'illusions sur Xi Jinping. Aujourd'hui, Xi Jinping est dans une... Non, mais Emmanuel Macron le dit publiquement, il faut que la Chine aide à négocier, etc. Je pense qu'il ne le croit pas une seconde. Bonne volonté. Je pense que Emmanuel Macron ne croit pas une seconde que Xi Jinping va faire pression sur Poutine. Mais vous-même, En revanche, que Xi Jinping... En revanche, il a bougé parce qu'il ne veut pas couler avec Poutine. Il ne veut pas... la Chine est aujourd'hui dans une position de relative faiblesse, contrairement à ce qu'on pense. L'économie chinoise est en ralentissement profond. Le zéro Covid, il y a eu encore des émeutes à Canton en début de semaine qui étaient assez spectaculaires. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais qui mériteraient qu'on s'y arrête parce que c'est des images assez rares dans le contexte chinois. Et troisièmement, les Américains viennent d'imposer à la Chine des sanctions sur les semi-conducteurs qui font reculer de 10 ans la capacité d'innovation chinoise et qui va provoquer une baisse de 0,5% du PIB chinois cette année. C'est considérable. C'est la toile de fond de toute cette affaire. Donc Xi Jinping ne veut pas en plus avoir les conséquences négatives de la défaite relative, mais défaite quand même, de Poutine. Et donc là, il y a quelque chose là qui se joue. Est-ce que vous êtes d'accord avec Patrick Saint-Paul quand même? Les Occidentaux se sont leurrés au sujet de Xi Jinping au G20. Alors je ne crois pas. Quand ils ont dit qu'on l'avait encore un peu davantage détaché de Poutine. Je pense que les Occidentaux prennent tout ce qu'ils peuvent de ce genre de situation. Et lorsque Xi Jinping dit publiquement qu'il est contre l'agitation de la menace nucléaire, qu'il est contre l'usage du chantage sur les questions alimentaires ou énergétiques, c'est bon à prendre. Et on le prend et on l'acte. Mais ça n'ira pas tellement plus loin. Publiquement, mais ça ne veut pas dire qu'il va tordre le bras de Poutine derrière. Ce qui est sûr aussi, c'est que par exemple l'accord sur le blé, les Chinois sont aussi intervenus parce que pour eux, la sécurité, la stabilité de l'Asie du Sud-Est, c'est capital. Donc ils ont parlé au nom des Asiatiques, si j'ose dire, mais certainement également en phase totalement avec le Japon pour une fois, de telle manière que cet accord soit prolongé. Ça, c'est absolument sûr. Et de ce côté-là, la Chine, elle est influente. N'oublions pas qu'elle achète encore le pétrole russe, qu'elle achète du gaz, même si c'est en faible quantité. Donc ils en ont besoin. Ils ont besoin les uns des autres. Et c'est là où le fait que la Chine soit dans l'économie mondiale fait qu'elle est plus ouverte à ce genre d'appui, même si l'appui reste très discret, j'en suis d'accord. Et souvenez-vous quand même du début de cette guerre en février. Le scénario catastrophe en février, c'était quoi? C'était que la Russie attaque l'Ukraine et qu'au même moment, la Chine attaque Taïwan. On l'a dit, ça, que l'idée qu'il y ait une alliance entre les deux, il s'était vu 15 jours avant. Poutine était à Pékin à l'ouverture des JO, déclaration publique, amitié sans limite. Souvenez-vous de tout ça. Et le fait que la Chine soit restée en retrait, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas fourni... Aujourd'hui, Poutine n'a pas... il est obligé d'acheter des drones à l'Iran et pas à la Chine parce que la Chine serait victime de sanctions secondaires, c'est-à-dire si vous vendez aujourd'hui à la Russie des armes avec des composants américains, vous êtes soumis à des sanctions. La Chine est dans l'économie mondiale, elle est dans la mondialisation, elle ne veut pas prendre ce risque. Elle ne peut pas prendre ce risque. Et donc on a un relatif recul de la Russie. Mais sur Taïwan, le problème est complètement différent. Biden a obtenu l'assurance, il l'a dit, qu'il n'y aura pas d'attaque imminente, c'est le mot qui a été employé, de la Chine. Personne s'y attendait, mais ça va toujours mieux en le disant. Revenons d'un mot sur la Crimée, puisque vous nous parliez tout à l'heure des explosions. Une explosion
Selon le Guardian, hein, ça a été confirmé ou pas, je ne sais pas. Oui, là ça se confirme. On a les images d'ailleurs de cet aéroport de Dzongkhoi, où étaient stationnés donc des Sukhoi 25 et 34. Ça peut être à nouveau une perte importante pour les Russes. On se souvient qu'au mois d'août, ils avaient perdu au moins une dizaine d'appareils. Et surtout, pour les Russes, ça pose des questions, et pour nous aussi d'ailleurs, parce qu'on se demande comment les Ukrainiens arrivent à les frapper aussi loin, puisque là, on est à peu près à 150 km de la ligne de front ukrainienne, même si elle s'est un peu rapprochée avec la conquête de Kherson. Et d'ailleurs, on a aussi, je voulais en parler tout à l'heure à propos de l'eau, on a noté que des forces ukrainiennes avaient réussi à passer sur la rive gauche. Vous posez des questions, c'est-à-dire sur les capacités militaires, comment est-ce qu'ils arrivent avec quel armement, avec quel type d'armes ils arrivent à frapper si loin en Crimée. Je le rappelle, Poutine là, on n'est pas sur la portée de l'artillerie. Hein, en même temps que Poutine a fait frapper l'Ukraine encore ce matin, on a l'Ukraine qui frappe la Crimée. Dans les deux cas, on a une détermination absolument intacte, en fait. On s'interroge, est-ce qu'ils doivent aller jusqu'en Crimée? On s'interroge, est-ce que Poutine peut continuer cette guerre? Mais oui, elle continue. La Crimée, frappée encore, c'est quel message de Zelensky ce matin? Le message, il est clair, c'est qu'on veut, on va et on a les moyens sans doute de récupérer la Crimée. C'est ce qu'il veut faire entendre. Mais c'est là aussi, on voit que la Russie est en difficulté parce que si on se fiait du moins au discours russe et aux lignes rouges brandies par Vladimir Poutine, une attaque sur son territoire contre l'intégrité territoriale de la Russie, etc., à un moment donné, c'était presque on déclenche la doctrine nucléaire qui, en fait, sur le papier, permet... Non, mais c'est vrai, sur le papier, dans la doctrine nucléaire russe telle qu'elle a été définie en 2016, je crois, en cas d'attaque contre le territoire de la Russie... portant atteinte aux intérêts vitaux. Ne jamais l'oublier. Or, la Russie a très longtemps vécu sans Crimée, sans la rive droite. Non, mais on parle du discours russe tel qu'il est. On n'est pas sur les intérêts vitaux. Non, on est sur les intérêts vitaux d'un point de vue du discours russe. Je ne parle pas dans la réalité du monde réel. Je parle d'un point de vue du positionnement idéologique de la Russie. Ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où Vladimir Poutine, pour moi, annexait ces territoires nouveaux en plus, c'était pour dire qu'il y avait en fait les mains déliées pour employer, c'est ce qu'il disait sans arrêt, toutes les armes possibles et imaginables pour défendre son territoire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est toujours dans l'auto-justification permanente de son opération spéciale par une opération de défense de la Russie, et même pas par une agression préventive, par une opération de défense. Donc en fait, à partir de ce moment-là, on aurait pu s'attendre au fait que toutes les lignes rouges d'un point de vue idéologique russe ayant été franchies, la riposte, la contre-attaque, etc. Là, clairement, on est dans une phase de recul, et en fait, les Ukrainiens, et d'ailleurs la propagande russe disait aussi et justifiait entre autres son invasion du 24 février par le fait que les Ukrainiens auraient planifié une prétendue attaque pour récupérer la Crimée. Ça, c'est quelque chose qui était aussi omniprésent dans le discours russe. Mais donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de débat sur la Crimée? C'est, open bar. Pas à ce stade, effectivement. L'Ukraine a inclus la Crimée ouvertement dans ses objectifs de guerre aujourd'hui, ce qui était pas le cas dans la première partie du conflit où il y avait une sorte de zone grise et un flou artistique sur ce point. Aujourd'hui, c'est clairement le cas. On verra au moment d'une négociation de fin de guerre, si négociation il y a, et quand ça se produira. On parle bien sûr, je parle en termes d'offensive militaire, pas de résultat. Amiral. On va un peu trop vite, on confond les buts de guerre, et encore une fois, avec les objectifs du moment. Les objectifs du moment, c'est de pouvoir avoir une certaine supériorité militaire et de la maintenir. Ça, c'est l'objectif des Ukrainiens aujourd'hui. Donc, en s'en prenant à cette base aérienne et en leur montrant, en parlant de cette destruction qu'ils peuvent détruire des moyens qui ont bombardé leur pays, ils sont vraiment dans l'interaction militaire. Je dirais, on est presque au niveau tactique. L'aérodrome qui a été visé ce soir, c'est un aérodrome du front, sur lequel on va le détruire, des avions qui viennent de vous attaquer. Et la réponse russe ce matin avec ces bombardements, elle est probablement liée quelque part aussi à cette attaque. C'est aussi, ça participe de la campagne plus générale sur les infrastructures énergétiques, mais c'est aussi la réplique à ce qui s'est passé cette nuit. Les Russes ne peuvent pas se permettre de laisser un aérodrome attaqué sans réponse. Donc ils ont répondu tout de suite pour la deuxième fois. Deuxième aérodrome, oui. En fait, la Crimée, c'est comme un porte-avions. Il y a le territoire symbolique d'un côté, et de l'autre côté, c'est l'arrière du front, sont toutes les réserves russes qui sont stationnées
en Crimée pour le front nord-ouest. Merci beaucoup Xavier, vous revenez tout à l'heure. Vous allez faire votre chronique et on l'attend avec impatience à 11h30. Merci beaucoup Amiral Vichot d'avoir été avec nous. Je vous montre, plutôt la régie vous montre ces images, les premières que nous avons de Dnipro. Donc une ville qui a été touchée par une nouvelle campagne de tirs russes. Cette nuit, il y a 5 blessés, 2 sites d'infrastructures qui ont été touchés. 8 blessés, pardon. 8 blessés. Un immeuble civil. 8 blessés. Alors, on ne voit pas, l'image était...